Bonjour, ici Louise. Je vous souhaite la bienvenue chez l'ensorcellement, où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de la sorcellerie, avec parfois quelques explorations historiques. Dans ce balado, je vous parle d'ailleurs brièvement de l'histoire des sorcières en Occident. Mais avant toute chose, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Suis-je une sorcière? La réponse, c'est oui. Mais si votre idée de la sorcière dérive de celle conçue par Henrik Kramer, ce tristement célèbre fanatique catholique qui, à la Renaissance, a projeté toutes ses névroses misogynes dans son livre Le marteau des sorcières, alors là, c'est clair que non, je vais vous dire que je ne suis pas cette sorcière-là. D'ailleurs, toutes les sorcières que je connais qui pratiquent la sorcellerie aujourd'hui, comme moi, elles n'ont absolument rien à voir avec ce stéréotype dégradant-là, qui malheureusement perdure encore aujourd'hui beaucoup dans la tête de bien des gens et beaucoup aussi dans la culture populaire en Occident. Mais le mot sorcière, qui, il faut le dire, a longtemps été une insulte et une condamnation aussi, carrément, à l'égard des femmes, surtout des femmes marginalisées pour toutes sortes de raisons. Ce mot-là, donc, oui, je veux quand même le revendiquer pour moi. Parce que dans ce mot-là, il y a des choses que je ne veux pas oublier et dans ce mot-là, il y a les souffrances de plus de 100 000 personnes, majoritairement des femmes et des petites filles, qui ont été torturées, tuées, brûlées vives, sans aucune autre forme de procès, souvent que celui d'avoir juste été qualifié de sorcière par un proche ou un voisin ou une voisine. Pourquoi? Bon, des fois parce que le proche ou le voisin trouvait cette femme-là gossante, ou parce qu'on convoitait ses biens, ou parce qu'elle avait refusé des avances sexuelles, ou pour toute autre raison aussi douteuse les unes que les autres la plupart du temps. Ce féminicide-là, cette dérive patriarcale-là, je ne veux pas l'oublier et je ne veux pas qu'on l'oublie non plus dans notre histoire collective parce que, comme on dit, quand on oublie l'histoire, on est condamné éventuellement à la répéter. Alors, se dire sorcière aujourd'hui, si ça peut être pour certaines adopter une tendance qui est de plus en plus à la mode depuis quelques années, pour moi, c'est pas ça. C'est surtout affirmer une identité qui est à contre-courant de ce système de pensée patriarcal réducteur. Et c'est même un engagement féministe en ce qui me concerne. De toute façon, ne soyons pas dupes, derrière les belles photos publiées sur Instagram qui foisonnent de cristaux scintillants et de chandelles cute imprégnées d'huile essentielle, se cache souvent derrière tout ça une femme, qu'elle soit cisgenre ou transgenre, qui revendique à la fois sa féminité et surtout son pouvoir sur elle-même, sur son corps et sur sa vie. J'aimerais ça quand même revenir un peu sur cet épisode historique de la chasse aux sorcières à la Renaissance pour qu'on ait bien en tête là, quelques faits importants à retenir selon moi. Donc, c'était surtout en Europe, géographiquement parlant, et surtout entre 1560 et 1630, où ça a été le plus intense. Cette chasse aux sorcières, qu'on appelle aussi plus largement l'Inquisition, ça a conduit, comme je vous le disais, à l'exécution de plus de 100 000 personnes selon les estimations les plus plausibles et conservatrices, et il s'agissait majoritairement de femmes. Bon, pourquoi, me direz-vous, les femmes étaient-elles la cible privilégiée de l'Inquisition? Les historiennes
les historiennes et les historiens pensent que c'est surtout parce que les nombreuses crises politiques et sanitaires de l'époque, comme les épidémies et les famines, ça incitait les autorités religieuses et civiles à chercher des boucs émissaires pour dévier la hargne des citoyens vers une autre cible qu'eux et pour maintenir le pouvoir de la foi catholique sur les populations qui étaient devenues instables et aux abois. Pour l'Église catholique et pour les autorités civiles de l'époque, la femme, particulièrement celle qui n'était pas légalement protégée par un père, un frère ou un mari, s'avérait le bouc émissaire idéal parce que le plus facile. Pour soutenir et renforcer cette inquisition, on a donc publié en 1486 le Malleus Maleficarum, ou en français le marteau des sorcières. Ce livre, rédigé par le fameux moine dominicain alsacien Henrik Kramer, a été distribué dans toute l'Europe. Il recensait les superstitions de l'époque relatives à la magie et aux sorcières, mais ça s'est fait à travers les nombreux préjugés misogynes de son auteur. Entre autres, Henrik Kramer considérait que la nature déficiente des femmes les poussait tout particulièrement dans les bras du démon. Comme il l'explique dans son livre, les femmes, selon lui, sont crédules, impressionnables, excessives, inférieures à l'homme tant moralement que physiquement, pour résister à leurs pulsions. Et c'était autant de raisons, selon lui, qui faisaient succomber les femmes plus facilement au diable. Donc, selon Kramer, la sorcellerie, c'était surtout une affaire du sexe faible, entre guillemets, d'où l'acharnement de l'Inquisition envers les femmes. Alors, dans l'imaginaire misogyne et superstitieux de l'Église catholique de l'époque, les sorcières faisaient carrément un pacte de sang avec le diable pour obtenir un pouvoir maléfique et satisfaire leur luxure. Suite à ce pacte, elles assistaient à des sabbats en faisant des orgies collectives, elles s'y rendaient d'ailleurs en chevauchant un balai, elles pratiquaient l'infanticide, elles jetaient des sorts et des malédictions à leurs voisins, leurs familles, les champs, le bétail, bref, elles étaient la cause de tous les malheurs de tout le monde. Évidemment, on s'entend que aucune de ces actions supposées des sorcières n'a jamais été prouvée objectivement lors des procès de l'Inquisition. Tous ces fantasmes délirants-là ont été carrément mis de force dans la bouche des victimes sous la torture et dans le cadre de procès qui n'avaient absolument rien à voir avec l'application de la justice. Et c'est comme ça que, sous la loupe déformante du livre Le marteau des sorcières d'Henrik Kramer, des usages immémoriaux d'origine pré-chrétienne comme le savoir des sages-femmes, la fabrication de remèdes à partir de plantes, la célébration des solstices et des équinoxes pour bien gérer le calendrier agricole, toutes des pratiques dans lesquelles les femmes étaient particulièrement impliquées. Alors, ces usages-là devinrent de la sorcellerie démoniaque à éradiquer dans le but d'asseoir le pouvoir de l'Église catholique et le pouvoir civil de la Renaissance. Cette tuerie, n'ayons pas peur des mots, envers les femmes, ça ne s'est arrêté en Europe qu'en 1682, quand le roi de France Louis XIV a signé un édit royal qui déclarait que la sorcellerie était irréelle et inventée. Franchement, entre vous et moi, après 100 000 morts et plus, il était temps que quelqu'un le dise, parce que la diabolique sorcière, finalement, elle n'a jamais existé que dans les obsessions d'Henrik Kramer et de ses adeptes catholiques, et son maudit livre et les centaines de milliers d'exécutions qu'il a causées ont malheureusement fortement marqué l'imaginaire collectif en Occident jusqu'à aujourd'hui, entre autres avec ce fameux stéréotype de la vilaine sorcière volant sur un balai. Heureusement, dans les années 70,
60-70, des universitaires féministes ont remis en cause le paradigme patriarcal de l'histoire avec un grand H, entre autres avec cet épisode de la chasse aux sorcières à la Renaissance. Cette relecture historique féministe des années 60-70, ça a provoqué un nouvel engouement pour la place des femmes dans l'Europe pré-chrétienne et aussi pour ce qu'on appelle le féminin sacré. Alors la table était bien mise pour un grand retour des sorcières 2.0. Alors par affinité ou par défi, des femmes, depuis les années 60, ont revendiqué cette identité de la sorcière en ajoutant parfois un engagement politique à cette démarche identitaire et spirituelle. L'un des slogans que j'aime bien d'ailleurs de ce mouvement, c'est « Nous sommes les petites filles de celles que vous n'avez pas réussi à brûler ». Donc, moi, je m'inscris volontiers dans ce mouvement-là en assumant l'étiquette de sorcière et en pratiquant la sorcellerie en m'inspirant des traditions païennes. D'ailleurs, entre vous et moi, être sorcière aujourd'hui, pour moi, personnellement, ça devient quasiment nécessaire dans notre monde où l'idéologie néolibérale renforce toutes les formes de domination, que ce soit celle du capitalisme de prédation qui détruit l'environnement ou les dominations reliées à la misogynie et au racisme, malheureusement encore très présentes en Occident, comme on l'a vu encore tout récemment, avec certains incidents qui ont soulevé une nouvelle vague de dénonciation des agressions sexuelles et de la culture du viol, et aussi une grande solidarité envers le mouvement Black Lives Matter. Je reviendrai sur le sujet de la sorcière contemporaine dans mes futurs balados ou vidéos, mais pour l'instant, je vous conclus tout ça aujourd'hui avec une citation de l'autrice Pam Grossman, tirée de son dernier livre Waking the Witch, que j'ai bien aimé. Je vous le recommande, je vous mets les détails de ce livre dans la barre d'informations de ce balado. Pam nous dit dans son livre que la sorcière est, au fond, le seul archétype féminin qui détient un pouvoir par elle-même. Elle ne se laisse pas définir par quelqu'un d'autre. Épouse, mère, vierge, salope, ces archétypes sont tous fondés sur les relations sociales avec les autres. La sorcière, elle, est une femme qui se tient debout, toute seule. Voilà, c'est ce qui termine mon balado d'aujourd'hui. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce contenu, merci de cliquer j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains balados et vidéos. À bientôt!